Bonjour, Joe Biden est-il apte à présider l'Amérique ? La question, longtemps taboue, est désormais ouvertement débattue aux États-Unis à 4 mois de l'élection présidentielle et alors que chaque parti s'apprête à investir son candidat, celui des démocrates inquiète. Et si, pour battre Donald Trump, la seule issue possible était d'abandonner, tant qu'il est encore temps, le président sortant ? Vous nous donnerez votre sentiment. Sonia Dridi, journaliste, correspondante aux États-Unis, auteure d'une biographie sur Joe Biden, publiée aux éditions du Rocher, Le pari de l'Amérique anti-Trump. En tout cas, c'est le débat la semaine dernière entre les deux adversaires qui a mis le feu aux poudres. Retour sur cette séquence, parfois pénible à suivre, il faut bien le dire, avec Camille Gutin pour France Télévisions. Un candidat dynamique qui esquisse même quelques pas de danse. Voilà l'image que Joe Biden veut renvoyer à ses partisans. Le candidat démocrate se veut rassurant. Il est prêt pour un second mandat. Je ne marche pas aussi facilement qu'avant. Je ne parle pas aussi bien qu'autrefois. Je ne débat pas aussi bien. Mais je sais ce que je fais, je sais comment dire la vérité. Car Joe Biden veut faire oublier sa prestation désastreuse dans le débat qu'il a opposé à Donald Trump. Pendant 90 minutes, le président américain avait l'air perdu, affaibli, en difficulté même pour finir ses phrases. Depuis, toutes les chaînes de télévision s'interrogent. Joe Biden doit-il continuer la course ? Après ce débat, est-ce qu'il doit se retirer ? Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il pourra s'en remettre ? Le prestigieux journal à tendance démocrate, le New York Times, va même plus loin et appelle le candidat à abandonner. De quoi alimenter les doutes chez certains partisans de Joe Biden. Je pensais que Biden était le meilleur choix, mais là, il paraît vraiment vieux. Il n'est clairement plus l'homme qu'il était, et c'est devenu évident pour tout le monde. Légalement, il est encore possible de changer de candidat, mais politiquement, cela s'avère compliqué à quelques mois de l'élection présidentielle. Si pour l'instant Joe Biden conserve le soutien des poids lourds du camp démocrate, il devra dans les prochains mois conquérir le vote de ceux qui doutent. Sonia Dridi, on l'avait pourtant prévenu, Joe Biden, il se savait observer. Des articles de presse montraient qu'en haut lieu au sein du parti, on s'interrogeait ouvertement sur son remplacement en cas d'échec dans ce débat. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Oui, c'est vraiment un gros raté, comme vous dites, on l'avait prévenu. Et surtout, pourquoi son équipe de campagne a décidé de faire un débat aussitôt, plutôt que d'habitude, avant une élection présidentielle ? C'était justement pour rassurer l'opinion publique américaine et notamment les démocrates. Et là, au contraire, ça, on le voit très bien dans le sujet, même ceux qui étaient plutôt confiants, eh bien, sont maintenant assez désespérés. Alors oui, il était bien préparé, il a eu une semaine de préparation à Camp David, ce qu'on apprend la résidence après... des chefs d'État américains, la résidence de repos. Voilà. Et ce qu'on a appris après, c'est qu'en fait, il y avait quand même des signes de faiblesse de la part du président à Camp David parce qu'on a appris que les préparations se faisaient à partir de 11h seulement, qu'il avait une sieste chaque après-midi. Et donc, finalement, ce qui est étonnant, c'est que son équipe de campagne et que ses proches n'aient pas du tout préparé l'opinion publique à son état peut-être de faiblesse. Réduit les attentes. Voilà, en réduisant les attentes, exactement. Lui-même invoque un gros rhume, les déplacements frénétiques qui précédait justement ce débat. Enfin, on a envie de lui dire, c'est quand même ça l'activité d'un chef d'État. C'est à ça qu'il faut s'attendre pour les 4 prochaines années s'il est réélu. Oui, complètement. Alors ça, c'est vrai que moi-même, sans penser au débat, j'étais assez étonnée quand j'ai vu qu'il allait en France pour le 80e anniversaire du débarquement, qui revenait quelques jours après qu'il allait en Italie. Étant donné l'âge de Joe Biden, c'est vrai que c'était un peu étonnant. Alors oui, ça a peut-être contribué à son état de fatigue, mais ce qui est sûr, et on le voit quand on est à la Maison-Blanche, c'est que son état s'est dégradé ces 6 derniers mois, en tout cas ces derniers mois. Moi, je me rappelle, il y a à peu près 1 mois et demi, je l'ai vu pas très loin, il faisait un discours pour la communauté juive américaine et je m'attendais à un discours de 5-10 minutes, il a parlé pendant 30 minutes, il était en forme. Quelques jours après, il a fait une apparition pour Juneteenth, donc le 19 juin à la Maison-Blanche, et là, il semblait être figé à quelques instants.
Donc en fait, c'est ce qui se dit maintenant et c'est ce qu'on sentait avant. Biden, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'était clairement un jour sans. Et il y a même le média Axios qui a, selon lequel Joe Biden est en forme entre 10h et 16h, mais après, on peut s'attendre à tout. Un état d'éveil, voire de lucidité assez inégal de ce que vous décrivez. Complètement. Que sait-on exactement de l'état de santé de Joe Biden ? Alors, il a eu un dernier bilan de santé en février, d'ailleurs ce qui peut paraître étonnant vu son âge, et selon le docteur de la Maison-Blanche, il était en forme, il n'avait pas besoin d'aménagement spécifique pour pouvoir faire son travail. Il a aussi dit qu'il n'avait pas détecté la maladie de Parkinson notamment, mais c'est vrai que là, c'est à Joe Biden de jouer. S'il veut rassurer le public, c'est peut-être là qu'il faudrait refaire un bilan de santé. Et encore une fois, ce qui est sûr, c'est que les gens qui l'ont vu ces derniers temps, des diplomates, des officiels, disent que son état est très inégal. Et les gens qui sont autour de lui ont remarqué de plus en plus d'absence, aussi du fait qu'il n'arrivait plus à terminer ses phrases. Donc ce qui est sûr, c'est que l'état de Joe Biden se dégrade et qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et s'il ne renonce pas, du moins pas dans l'immédiat, à Joe Biden, c'est parce que sa famille, dit-on, fait bloc. Mais les 3/4 des Américains le jugent mentalement inapte, d'après les sondages. Mathieu Mabin à Washington pour France 24. Oui, c'est vrai. La famille Biden, qu'il s'agisse de sa famille à l'état civil, sa femme, ses enfants, ou de sa famille élargie, entendez par là les principaux collaborateurs et conseillers du président, tous affichent un soutien total au candidat Biden. Alors bien sûr, comme toujours, il y a des nuances. Quelques élus de peu de poids de la Chambre des représentants, notamment, ont appelé ouvertement le président à jeter l'éponge, c'est vrai. Plus préoccupant, on a senti également dans la communication de Nancy Pelosi un fléchissement certain dans le soutien qu'elle a pu accorder au président. Mais je dirais que tout cela n'empêche pas le malaise et surtout à ce stade, les spéculations. Des noms de remplaçants potentiels circulent, à commencer par le plus logique, celui de Kamala Harris, mais pas seulement. Et dans le fond, au stade où nous en sommes, et avant le prochain rendez-vous médiatique important qui attend le président sur la chaîne ABC ce vendredi soir, le seul qui a vraiment la main sur ce sujet, c'est Joe Biden, tout simplement. Oui, et malgré tout, les sondages ne sont pas si catastrophiques à ce stade pour Joe Biden, Sonia Dridi. Alors, ce qui est certain, ce qui est plutôt rassurant pour lui, c'est que les démocrates qui avaient l'intention de voter pour lui, pour la grande majorité, disent qu'ils vont toujours voter pour lui parce qu'ils ne veulent pas voter pour Donald Trump. Mais quand même, les sondages sont inquiétants parce qu'après son débat, quelques jours après, il y a eu plusieurs sondages qui montrent qu'environ Donald Trump le devance désormais de 6 points. Donc, c'est quand même plus qu'avant le débat. Et donc, c'est inquiétant pour Joe Biden parce que, selon un récent sondage, 74% des électeurs, dont 59% de démocrates, donc plus de la moitié, pensent qu'il est trop vieux pour être président. Et clairement, sa prestation lors du débat a renforcé ce sentiment. Oui, il devait impérativement gagner des points en vérité, chose Exactement. qu'il n'a pas faite. Le parti ne peut pas l'obliger désormais à céder la place ? Non, et vous parliez de la famille, Mathieu parlait de la famille, ça c'est important parce que beaucoup disent que seule Jill Biden, sa femme, pourrait le convaincre. Également Barack Obama, qui maintenant, on le sait, il y a plusieurs sources de médias américains, a depuis plusieurs mois déjà des doutes parce qu'il voit que Donald Trump se renforce, qu'il est beaucoup plus, on va dire, qu'il est maîtrisé, Oui. exactement, qu'il écoute plus ses conseillers, ça c'est nouveau chez Donald Trump. Et donc, beaucoup disent que Jill Biden et Barack Obama pourraient réussir à l'influencer. Et c'est possible. Il peut y avoir une convention ouverte en août. Convention ouverte, ça veut dire on y va, on ne sait pas qui va sortir du chapeau. Voilà, mais Joe Biden dirait à ses délégués, aux délégués, de voter pour telle ou telle personne. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, je pense que c'est la communication aussi. Et, après ce débat, sa garde rapprochée a vraiment dit aux donateurs qui étaient extrêmement inquiets, à d'autres personnalités du parti. En gros, il s'était un petit peu circulé, il n'y a rien à voir. Et là, en ce moment, il y a vraiment une frustration et même une colère chez beaucoup de démocrates, des grands noms du parti, des donateurs, parce que beaucoup, finalement, étaient stupéfaits, savaient qu'ils n'étaient pas en grande forme, mais il y en a beaucoup qui poussent pour qu'il y ait un nouveau candidat à la place de Joe Biden. Le débat a évidemment été vu comme un cadeau du ciel par les Républicains. Autre bonne nouvelle pour la Cour suprême étant l'immunité présidentielle dont prétend jouir Donald Trump, n'est-ce pas Marc Pau ?
Oui, les planètes sont alignées en ce moment pour Donald Trump. La Cour suprême, dans son rapport de 119 pages de Cour suprême, donc dominée par les juges conservateurs, vient de porter un coup sévère à l'enquête fédérale sur la tentative de coup d'État qui a conduit à l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Dans son rapport, le juge John Roberts nous dit ainsi « La nature du pouvoir présidentiel exige qu'un ancien président puisse disposer d'une forme d'immunité devant des poursuites pénales pour des actes officiels commis pendant son mandat. Il est ainsi impossible d'utiliser ces actes comme preuve ou comme mobile pour un crime. Un procès dans cette affaire ne devrait ainsi pas intervenir avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Et c'est exactement ce que recherchait Donald Trump, qui s'est d'ailleurs félicité sur son réseau social Truth Social d'une grande victoire pour la démocratie. Je suis fier d'être américain, dit celui qui a vu invalider l'essentiel des charges qui pèsent contre lui dans les 4 procédures pénales. Mais ce verdict de la Cour suprême, c'est aussi une défaite pour Donald Trump, lui qui aurait voulu une immunité complète. Or, les 9 juges écrivent que s'il y a présomption d'immunité pour ces actes officiels, ce n'est pas le cas pour les actes accomplis à titre privé. La Cour écrit ainsi que c'est un tribunal fédéral de la capitale de décider quels actes sont immunisés. Dans son côté, Joe Biden justifie cette décision. Il fustige cette décision et le président américain qui estime que cela crée un dangereux précédent pour le pouvoir et le pouvoir du président qui ne sera plus limité par la loi. Oui, dangereux précédent, Sonia Dridi, voilà ce que dit Donald Trump. La juge Ketanji Brown Jackson, nommée justement par Joe Biden, va même plus loin. Elle dit que les graines du pouvoir absolu ont été plantées. Il y a là un danger pour la démocratie. Oui, et là je pense que clairement c'est l'avenir de la démocratie aux États-Unis est en danger parce que même Sonia Sotomayor, une autre juge de la Cour suprême, a dit que maintenant le président était comme un roi au-dessus des lois. Donc ce qui est aussi étonnant, c'est d'entendre les juges de la Cour suprême donner aussi clairement leur avis, mais parce que l'avenir peut être très sombre. Là, vraiment, Donald Trump a réussi ce qu'il souhaitait parce que désormais, les poursuites contre l'ancien président vont être plus difficiles. Et c'est clairement ce qu'il voulait. C'est qu'il voulait retarder toute possible poursuite, procès d'ici l'élection. Et on a même appris que le verdict dans la peine exacte dans son procès avec l'ancienne actrice pornographique Stormy Daniels, au lieu de tomber le 11 juillet, va désormais tomber mi-septembre. Donc c'est vraiment un point, vraiment il a gagné un point ici, Donald Trump, et je pense qu'on voit que la démocratie américaine vraiment est en danger après cette décision. Parmi en tout cas les thèmes qui dominent cette campagne, il y a l'immigration. Donald Trump martèle que la politique de droit d'asile sous Joe Biden a provoqué une crise migratoire sans précédent. Alors qu'en est-il vraiment? Élément de réponse. Lors de son premier mandat, il avait interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer sur le territoire américain. Donald Trump avait aussi comme projet de séparer des milliers d'enfants de leurs parents entrés illégalement. Il avait surtout donné un coup d'accélérateur à la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. S'il est réélu, il promet d'aller encore plus loin dans la lutte contre l'immigration clandestine et de se démarquer encore plus de Joe Biden. D'ici à ce que ce type quitte ses fonctions, nous aurons, à mon avis, 18 millions de personnes dans notre pays qui ne devraient pas être ici. Ils viennent de prisons et d'institutions psychiatriques. Ce sont des terroristes. Nous allons en payer le prix. Il s'agira de la plus grande déportation de l'histoire de notre pays. Et nous n'avons pas le choix. L'ancien président l'assure, si deuxième mandat il y a, il facilitera les transferts massifs de millions d'immigrés, tout comme l'avait fait dans les années 50 le président Eisenhower. Ce dernier avait lancé la plus grande opération d'expulsion de latinos de l'histoire américaine, plus connue sous le nom d'opération Wetback. Aujourd'hui, on estime à 11 millions le nombre de personnes vivant illégalement aux États-Unis. 7 millions sont connus du gouvernement fédéral. Alors avec ses conseillers, Donald Trump a un nouveau plan, encore plus brutal. Sonia Dridi, c'est devenu un problème en apparence
insoluble. Il y a une vraie crise aux frontières ou est-ce qu'elle est montée en épingle par les républicains ? Il y a une vraie crise migratoire et d'ailleurs les différentes administrations se rejettent la patate chaude d'administration en administration. Il y a eu sous Joe Biden, depuis mai 2023, plus de 700 000, je crois 750 000 reconduites à la frontière. C'est un record depuis 2010. Donc il y a aussi beaucoup de reconduites à la frontière sous une administration démocrate parce que les démocrates aussi sont débordés. Le Congrès, avec la Chambre des représentants à majorité républicaine, aussi instrumentalise ce dossier. Par exemple, ils ne fournissent pas les moyens qu'aimerait avoir le gouvernement démocrate, la Maison-Blanche, parce que, par exemple, il n'y a pas assez de place dans les centres de migration. Donc, les centres migratoires sont aussi très vite débordés. Donc, évidemment, c'est un dossier qui est instrumentalisé. Il y a une vraie crise. Il y a d'ailleurs des migrants qui ont dit au début de la présidence Biden qu'ils pensaient qu'avec justement une présidence Biden, il y aurait plus de chances de rentrer. Et d'ailleurs, Joe Biden a mis un moment à charger la vice-présidente Kamala Harris de ce dossier. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'est aussi un peu brûlé les ailes. Donc il y a une vraie crise, mais c'est aussi un dossier qui est instrumentalisé par le Congrès pour finalement empêcher Joe Biden d'agir. Ah oui, vous venez de l'entendre, Joe Biden aussi joue la carte migratoire pour s'aligner sur l'opinion publique. Le président américain qui a signé ce décret interdisant l'entrée aux clandestins qui traversent la frontière avec le Mexique. Décision inédite pour un président démocrate, Marc Pope. Oui, Joe Biden joue la carte de la fermeté. C'était début juin, à 5 mois de l'élection présidentielle. Normalement, quiconque touche le sol américain peut demander le droit d'asile. Mais avec ce décret exécutif signé par le président, l'entrée d'un non-citoyen traversant illégalement à la frontière peut être suspendue, et ce, dès que le seuil de 2500 arrestations quotidiennes est atteint. Pour un retour à la normale, le seuil doit redescendre sous les 1500 arrestations quotidiennes, et ce pendant 3 semaines. Entre-temps, les demandes d'asile sont gelées, les détenus sont soumis à une expulsion accélérée et les normes pour les entretiens d'asile sont rehaussées. Tout simplement, le texte a immédiatement été mis en application au mois de mai. 3800 entrées quotidiennes ont été recensées depuis l'instauration de ce décret. Il a baissé de 40%. Pour mémoire, le pic, c'était en décembre avec 250 000 arrestations, ce qui a poussé le président démocrate à serrer la vis de l'immigration. C'est bien sûr que c'est l'une des préoccupations majeures des électeurs américains, comme le montre ce sondage qui date du mois d'avril, avec ici, vous le voyez, 27% des sondés qui disent que et donc c'est une préoccupation pour eux, mais c'est aussi l'échec d'un accord bipartisan au Sénat sur la sécurité aux frontières, un échec attribué par Joe Biden à Donald Trump, qui aurait ainsi ordonné aux républicains de ne pas voter ce texte pour le mettre en difficulté. Objectif réussi pour le milliardaire américain, puisque le tour de vis de Biden sur l'immigration a fracturé le parti démocrate, à l'image de Alex Padilla, sénateur, qui dénonce un abandon des obligations de l'État à aider les immigrés. Sonia Dridi, cette réforme de l'immigration, ça lui rapporte cyniquement des électeurs à Joe Biden, ou bien ça le coupe d'une partie de la base démocrate ? Eh bien, c'est un petit peu les deux, parce que le Parti démocrate est quand même très divisé entre la gauche dite modérée, traditionnelle, de Nancy Pelosi, Joe Biden, et puis la gauche d'Alexandria Ocasio-Cortez, notamment cette élue démocrate. Et donc, c'était clairement un message à visée électorale quand Joe Biden a fait cette annonce. Et ça va rassurer une partie de son électorat. On pense notamment à l'électorat blanc de Pennsylvanie. C'est l'un des États clés, c'est l'un des États qui est très important pour gagner cette campagne électorale. Mais les jeunes chez lesquels il perd déjà des points vont, pour certains, se détourner de Joe Biden, notamment pour cette raison. Mais il y a aussi le vote indépendant qui est très important dans une élection américaine, et ça peut aussi lui faire gagner des points chez les indépendants qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas très bien qui sont pour beaucoup d'ailleurs démotivés, qui ne sont ni enthousiastes à l'idée d'un Trump président, ni enthousiastes à l'idée d'un Biden président. Donc ce type de mesure, c'est à double tranchant. Le camp démocrate divisé aussi à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Fanny Chauvin, à New York, où se trouve le siège des Nations Unies.
La guerre à Gaza divise le parti démocrate avec d'un côté l'aile gauche qui demande un cessez-le-feu immédiat et de l'autre les modérés qui soutiennent Benjamin Netanyahou comme le président américain Joe Biden dont la politique vis-à-vis d'Israël a entraîné des démissions au sein même de son administration et des manifestations pro-palestiniennes, on s'en souvient, dans les campus américains. Mais la majorité des démocrates se range du côté du président. En témoigne le résultat d'une élection interne, une primaire démocrate où la guerre à Gaza a été au cœur de la campagne. Eh bien, le candidat pro-palestinien a perdu face au candidat centriste. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de quand sont-ils réconciliables? L'aile gauche du parti va-t-elle s'abstenir ou bien soutenir le candidat démocrate à l'élection présidentielle? Joe Biden qui a récemment pris ses distances vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, une stratégie censée ramener dans ses rangs ses électeurs dissidents, mais essentielle pour l'emporter en novembre prochain. Sonia Dri, c'est toujours un problème entre Joe Biden et une partie de son électorat, justement, le soutien prétendu, en tout cas, de l'administration Biden à Israël, mais au gouvernement Netanyahou. Oui, c'est vraiment historique. C'est un tournant, je pense, aux États-Unis, c'est-à-dire que même les démocrates dits modérés sont très critiques vis-à-vis de Benjamin Netanyahou et ont fait pression sur Joe Biden pour qu'il n'y ait pas ce soutien, dit-on, quasi inconditionnel à Israël. C'est-à-dire que même Nancy Pelosi s'est montrée critique de Benjamin Netanyahou, même Chuck Schumer, qui, dit-on, qui est le haut fonctionnaire juif le plus important aux États-Unis, et donc c'est vraiment un tournant. Mais Washington a suspendu les livraisons d'armes, par exemple. Certaines, oui. Certaines, et ça a été poussé notamment par l'électorat de Joe Biden et notamment les jeunes qui, eux, sont très vocaux, on l'a vu notamment avec la primaire dont parlait Fanny, il y a eu plus de 50 000 abstentions dans le Michigan, qui est un autre État clé, et c'est pas seulement, je l'ai vu dans les manifestations dans les universités, c'est pas seulement le vote arabo-américain, c'est vraiment... Qui est présent dans ces États industriels du nord des États-Unis. Exactement, mais on voit vraiment que c'est une grande partie de la jeunesse qui est en colère. Une jeunesse vraiment de tous les backgrounds. Les sondages montrent que les minorités, le vote latino, le vote afro-américain, seraient les à même de sanctionner Joe Biden. Au point de coûter à Joe Biden sa réélection? Alors, je ne pense pas, parce que les sondages montrent aussi que la plus grande préoccupation des jeunes, c'est l'économie et l'inflation notamment. Donc c'est quand même le sujet, mais vient un petit peu après la guerre à Gaza. Et ce qui est important, c'est que non, ce n'est pas le sujet qui va le faire perdre, mais comme cette élection est extrêmement serrée et que ce qui a fait gagner Biden il y a 4 ans, c'est vraiment la mobilisation, notamment la mobilisation de la jeunesse, chaque vote compte, et donc c'est une épine dans le pied de Joe Biden. Alors retour à présent sur un événement marquant de la carrière de Joe Biden, c'était en 2008, à l'époque, ce sénateur et ancien candidat déjà à l'investiture démocrate sort de l'anonymat. Joe Biden se fait véritablement connaître lorsque Barack Obama le choisit pour être son futur vice-président. Le récit de Jenny Brifa pour France 2. C'est le SMS que tous les démocrates attendaient. 3h04 à Washington, Obama confirme à ses partisans ce que les médias américains avaient dévoilé. Joe Biden sera son colistier. Biden, c'est 35 ans d'expérience politique. À 65 ans, il connaît tout le monde à Washington. Il est resté célèbre pour s'être opposé à Condoleezza Rice sur la question du renforcement des troupes américaines en Irak en 2007. Madame Rice, je crois que c'est une erreur tragique. Élu sénateur du Delaware à 29 ans, cet expert en relations internationales a échoué à 2 reprises dans la course à la Maison-Blanche. Actuellement, il est président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. La politique étrangère, c'est le point faible de Barack Obama, c'est le point fort de Biden. Autre atout de ce duo, le caractère de Biden. Si Obama peut parfois sembler tendre, rien ne semble pouvoir atteindre Biden. La vie ne l'a pas épargné, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture alors qu'il débutait en politique. Mais dans cette fin de campagne où aucun faux pas n'est permis, Biden devra aussi se méfier de son franc-parler. Sa carrière a déjà pâti de quelques déclarations maladroite. Sonia Dridis, c'était juste après, en 2016, que Joe Biden aurait dû y aller. À l'époque, on se souvient, Hillary Clinton avait perdu. Oui, c'est une très bonne question, parce que je pense que si Joe Biden y avait été en 2016, on aurait
sûrement pas, ou peut-être pas, mais je pense sûrement pas connu Donald Trump. C'est-à-dire qu'en 2016, Joe Biden, qui a gagné en 2020, avait beaucoup de chances d'être élu face à Donald Trump. Mais il a beaucoup hésité. Élu plus jeune, il n'y aurait pas eu ce procès en sénilité aujourd'hui. Complètement. Ouais. Il a beaucoup hésité parce qu'à l'époque, son fils était malade, son fils Beau qui est décédé d'un cancer. Et Barack Obama aussi, et son clan, le clan, les proches conseillers de Barack Obama, pariaient eux beaucoup plus sur Hillary Clinton. Et c'est ce qui a fait que Joe Biden n'a pas été candidat en 2016. Mais effectivement, il n'y aurait pas eu... là, c'est le plus vieux président de l'histoire. Et honnêtement, aujourd'hui, même si les démocrates vont peut-être accepter que ce soit le candidat et le président, mais aujourd'hui, très peu le voient terminer son mandat. Donc ça, c'est quand même problématique. Quel rôle peut jouer, d'après vous, Barack Obama? On parle beaucoup aussi de Michelle Obama comme d'un éventuel recours. C'est un rêve d'Européen, ça? Alors, je pense que pour Michelle Obama, c'est un rêve européen, parce qu'effectivement, on n'en parle pas du tout aux États-Unis. Enfin, évidemment, elle est très populaire, mais elle-même a plusieurs fois fait passer le message qu'elle n'avait pas envie de faire de la politique. Par contre, Barack Obama, où lui peut jouer un rôle très important, il y a plusieurs sources qui ont confié à des médias américains dernièrement, notamment le New York Times, qu'en fait, ça faisait des mois qu'il était inquiet de l'état de la course, de la campagne, parce que Donald Trump, lui, face à un Joe Biden vieillissant et de plus en plus discipliné, de plus en plus solide. D'ailleurs, c'était assez marquant au débat, parce que, pour une fois, Donald Trump a écouté ses conseillers et en a pas fait des tonnes. Alors, il a enchaîné les mensonges, ça c'était du Donald Trump tout craché, mais il est beaucoup plus discipliné. Et c'est vrai que Barack Obama avait déjà dit son inquiétude. Après le débat, en public, il a apporté tout son soutien à Joe Biden et a dit qu'un mauvais débat, ça arrivait. C'est vraiment un petit peu le message que veut faire passer la campagne de Joe Biden, mais en privé, on le dit, assez inquiet. Et il aide aussi Joe Biden à restructurer un petit peu sa campagne. Par exemple, il y a quelques mois, il avait dit qu'il devrait envoyer des gens plus seniors à Wilmington, où il y a le siège de la campagne. Donc, il est clairement dans les coulisses en train d'aider Joe Biden. Et je pense que si lui et d'autres proches, notamment la sœur de Joe Biden aussi, voient qu'il est vraiment... pas capable de continuer, ils lui feront passer le message. Là, je pense que tout le monde est un peu dans l'état d'attente. Il y a le sommet de l'OTAN la semaine prochaine à Washington. Et ce qui se dit, c'est que les prochains jours, mais même prochaines semaines, vont être déterminantes. Merci beaucoup, Sonia Dridi, correspondante à Washington pour France 24 notamment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est une biographie de Joe Biden, le rêve de l'Amérique anti-Trump. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission Le Monde dans tous ses états. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com.